Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci encore à tous pour tout cela. Donc là, un petit mot exceptionnel pour dire que vous avez fait beaucoup de commentaires concernant ma toile de fond. Donc avant c'était le paravent en bois, maintenant c'est le symbole de cette chaîne. Vous avez voté, entre guillemets, et à une large majorité, vous avez décidé que la toile de fond était mieux que le paravent en bois. Donc eh bien, on va rester avec cette toile de fond qui représente le symbole de cette chaîne. Voilà, sujet clos. Alors maintenant, on va parler du Hamas et du 7 octobre. Et là, on va regarder des infos via des articles, comme d'habitude, avec les meilleures sources en plus. Alors évidemment, vous avez déjà entendu parler de certaines vérités qui sont dites à la télé, sur les plateaux télé, hein, je n'invente rien. En particulier, le plus brillant, c'est Ronnie Broman, une vedette entre guillemets, c'était l'ancien patron de Médecins sans frontières, qui est juif, hein, je tiens à le rappeler, et il est passé à maintes reprises sur les plateaux télé pour dire certaines vérités que je vais reprendre ici, mais pas de la bouche de Ronnie Broman, hein, qui est encore une fois le plus connu concernant le Hamas et le 7 octobre, du tout. On va parler de sources comme l'ONU, Amnesty International, la BBC et même le Parlement européen, sans compter des témoignages de soldats israéliens qui ont parlé à la télé israélienne. Bref, on va dévoiler des vérités qui sont cachées dans les grands médias. On va rétablir un petit peu quelques faits qui en réalité sont absolument évidents et n'ont pas changé depuis des décennies, mais qu'il est bon de rappeler parce que les médias les cachent de manière active. Et évidemment, il y a même une désinformation très importante à ce sujet. Donc on va regarder tout cela avec l'aide d'articles. Eh bien, voyons tout cela tout de suite. Alors on va commencer avec l'article du New York Times qui a été la goutte de trop me concernant vis-à-vis d'Israël. Et c'est quand j'ai vu cet article que je me suis décidé à faire cette vidéo sur Israël. Là, pour moi, c'était vraiment trop. Alors certes, je m'étais déjà abstenu pendant très longtemps de faire une vidéo sur Israël parce que c'est toujours dangereux de faire une vidéo qui condamne Israël ou tout du moins à minima d'avoir une censure encore plus exacerbée que d'habitude, me concernant tout du moins. Mais bon, là, je me suis dit, allez, le plus important, c'est d'informer, ce n'est pas d'avoir peur de la censure. Donc, bref, on va commencer par cet article qui dénonce le fait que 5 journalistes d'Al Jazeera ont été ciblés intentionnellement par Israël. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'assassinat. Et donc là, dans cet article, on a une frappe aérienne israélienne qui a tué délibérément plusieurs journalistes d'Al Jazeera, a aggravé les tensions entre Israël et le Qatar. L'attaque israélienne de dimanche près d'un hôpital de la ville de Gaza a tué 5 journalistes et en plus de cela, outre les journalistes, 2 autres personnes ont également été tuées. Donc ça en fait 7 en tout. Le ciblage délibéré des journalistes par Israël dans la bande de Gaza révèle à quel point ces crimes dépassent l'imagination, a déclaré lundi le Premier ministre du Qatar, critiquant l'incapacité de la communauté internationale à mettre fin à cette tragédie. Autre information, la dernière, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a condamné ce meurtre comme une grave violation du droit international, ajoutant qu'au moins 242 journalistes palestiniens ont été tués à Gaza depuis le début de la guerre. Attention, on ne parle que des journalistes palestiniens qui ont été tués depuis le début de la guerre. Les 242 ne comprennent pas des journalistes américains, britanniques,
et d'autres pays qui ont été tués par Israël à Gaza. On ne parle pas des autres journalistes étrangers. Les 242, c'est que des Palestiniens. Bref, c'est tellement honteux, ignominieux que là je me suis dit non, ça suffit. Alors évidemment, là ce n'est qu'une goutte d'eau dans toutes les choses affreuses qui ont été perpétrées à Gaza et en Cisjordanie. Mais bon, on va revenir quand même à nos moutons, c'est-à-dire le Hamas et le 7 octobre. Là, c'était juste pour vous montrer l'article déclencheur qui a fait que j'ai fait cette vidéo. Mais évidemment, là, ce n'est pas le sujet de la vidéo, c'est le Hamas et le 7 octobre. Donc, voyons voir cela. Bon, avant que je démarre sur le 7 octobre, je vous rappelle quand même quelques faits. Donc là, on a Amnesty International qui dit que la population palestinienne de Gaza est victime d'un génocide, mais ainsi que l'ONU. On n'est plus simplement dans les crimes de guerre, on est dans le génocide plein et entier. Après des mois d'enquête, de collecte de preuves et d'analyse juridique, nos équipes publient un rapport appelé à faire date, dont les conclusions démontrent que les autorités israéliennes commettent un crime de génocide contre la population palestinienne de Gaza. Alors bien évidemment, Amnesty International est soutenu par l'ONU qui a conclu strictement à la même chose. Alors Amnesty International a été la première entité à condamner Israël pour génocide. L'ONU a mis un peu plus de temps, ils étaient d'abord sur le crime de guerre. Et ce n'est que assez récemment que l'ONU était convaincue qu'un génocide était en train d'avoir lieu en Palestine. C'est relativement récent. Bon, je tenais d'abord à bien souligner ce fait avant que l'on commence parce que c'est quand même extrêmement important. Alors tout d'abord, on va regarder d'un peu plus près comment est vu le Hamas officiellement à l'international. Et là, on apprend dans plusieurs articles, et on va regarder plusieurs articles ensemble, que le Hamas n'est pas considéré comme une organisation terroriste à l'international et très officiellement. Il y a eu un vote à l'ONU. Le problème, c'est que les médias occidentaux ont du mal à passer ce genre d'informations. Et là, on voit dans ce média-là, par exemple, qui s'appelle ComSure, un média américain, on a 9 pays sur 195 ont désigné le Hamas comme une organisation terroriste. Alors, vous avez vu comment c'est tourné. On sent que le média donne la vérité, mais à contre-cœur. Vraiment, ils sont obligés de le dire. Alors, comme ça leur fait mal au cœur, ils le tournent de manière un peu biaisée. Vous avez vu comment c'est tourné. 9 pays sur 195 ont désigné le Hamas comme une organisation terroriste. Alors qu'en réalité, un titre plus honnête aurait été de dire 186 pays ont désigné le Hamas comme une organisation non terroriste. Mais là, il le tourne de cette manière-là. Bon, bref. Alors, en plus, c'est pas 9 pays. Ça, c'est ce qu'on vous dit dans les grands médias. En réalité, c'est 8 pays. Alors, on va voir c'est quoi ces 8 pays et la 9e entité. Là, on s'aperçoit que sur les 8 pays qui ont désigné Hamas comme une entité terroriste, on a les îles de Jersey et de Guernesey, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, Israël bien sûr, l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande. Vous notez que ce sont des pays qui sont totalement, complètement alliés d'Israël, bien évidemment. Et là, en dernière entité, et d'ailleurs c'est nommé comme une entité collective, on a l'Union européenne. Et vous notez que le média le considère comme un pays, que l'Union européenne c'est comme un pays, alors qu'on nous dit que c'est une entité collective en réalité. Et bien évidemment, dans toute l'Union européenne, et c'est pour ça que c'est dit comme une entité collective seulement, c'est que dans toute l'Union européenne, il y a des pays qui, évidemment, ne reconnaissent pas le Hamas comme une entité terroriste. Donc tout est biaisé dans cet article,
ils sont quand même obligés de dire la vérité, mais je vous ai montré ce média qui est pas du tout connu, hein, mais moi je le connaissais pas comme Sure. Mais bon, ça vous montre quand même le média typique qui quand même se doit de faire son travail de journalisme et dire les faits, mais quand même les dire de manière biaisée, que ça soit pas très clair hein, finalement. Vous voyez la mesquinerie jusqu'où ça va. Bah, évidemment, il y a une propagande à faire tourner, hein, bien évidemment. Mais attendez, c'est pas fini. Alors ici, sur le site officiel du Parlement européen, on a Amnesty International ne classe pas le Hamas comme une organisation terroriste. Bon, c'est concis, c'est clair, c'est net. Voilà. Et on va continuer. Là, on a d'après The Jerusalem Post, donc le grand journal israélien, on a le Hamas n'est pas un groupe terroriste, déclare Martin Griffiths, chef des secours de l'ONU. En parlant de l'attaque du Hamas du 7 octobre, Griffiths a déclaré qu'il comprenait parfaitement le traumatisme qu'elle avait causé à Israël, mais qu'Israël devrait malgré tout construire une relation avec ses voisins. Bon, c'est lui le chef des secours de l'ONU. Voilà, alors, évidemment, on continue encore. Là, on a le journal Le Monde qui nous dit pourquoi la BBC ne qualifie pas le Hamas de groupe terroriste. Prise à partie jeudi par le fils d'une otage, le radiodiffuseur public britannique est la cible de nombreuses critiques de la part des responsables politiques, notamment de droite. L'institution insiste sur son principe de neutralité entré de longue date. Voilà, donc là on a la BBC qui, malgré des pressions énormes, insiste pour ne pas qualifier le Hamas de groupe terroriste. À garder en mémoire, hein, là on parle de la BBC quand même. Hein. Encore une fois, ce n'est pas fini. Là maintenant, on a cet article de Fox News qui nous dit donc au 13 octobre 2023, hein, attention c'est très important la date, hein, c'est quelques jours après le 7 octobre, les événements du 7 octobre. Hein. Très important la date. On a donc quelques jours après le 7 octobre, un article qui nous dit l'ONU ne qualifie toujours pas ni ne sanctionne le Hamas de groupe terroriste malgré les attaques meurtrières. L'administration Trump a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à reconnaître le Hamas comme une organisation terroriste déjà en 2018, dès 2018 déjà. Donc vous voyez, bon, Trump évidemment qui est absolument pro-israélien, presque jusqu'au fanatisme, hein, comme on l'a vu dans ses derniers actes et dernières paroles. Donc nul étonnement à cela, mais l'important ici, c'est que malgré qu'il y ait eu le 7 octobre, alors qu'on était encore dans la période émotionnelle, hein, puisque 7-13 octobre, il n'y a pas une grande différence, et bien malgré tout, l'ONU, étrangement pour beaucoup de gens occidentaux tout du moins, ne qualifie toujours pas le Hamas ni ne sanctionne le Hamas comme groupe terroriste. Faut se poser des questions. Hein, mais petit rappel quand même vite fait, hein, c'est parce que Israël est une force d'occupation. Israël n'a rien à faire en Cisjordanie ni à Gaza. C'est une force d'occupation. Donc le Hamas est une entité résistante. Voilà. Et comme ça fait des décennies que Israël ignore la loi et fait des actes absolument monstrueux, et je dis bien monstrueux et barbares face à la population palestinienne depuis 1948, eh bien, il était un petit peu normal que tout d'un coup, il y ait un retour de bâton. C'était attendu. Donc c'était extrêmement prévisible. Et n'oublions pas enfin qu'en droit international, évidemment, un groupe opprimé qui est chassé de son propre territoire et qui est même tué sur son propre territoire, bah, a le droit de se défendre par tous les moyens contre l'oppresseur. Donc voilà pourquoi en réalité le Hamas est une entité résistante et non pas bien évidemment une entité terroriste comme c'est dit dans les grands médias, bah, évidemment
Vous savez tous très bien pourquoi. Je ne peux pas clairement m'exprimer pour expliquer le pourquoi, mais vous n'êtes pas né de la dernière pluie, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Vous savez très bien qui contrôle les médias. Pour finir, concernant le Hamas, je ne résiste pas à vous montrer un site américain gouvernemental très officiel où on a une lettre d'une ambassadrice américaine qui est absolument outrée et qui dit il est inadmissible que l'ONU n'ait toujours pas qualifié et sanctionné le Hamas d'organisation terroriste. Alors évidemment, elle se garde bien d'expliquer pourquoi l'ONU a décidé de ne pas qualifier le Hamas d'organisation terroriste et pourquoi l'ONU n'a décidé qu'il n'y aurait aucune sanction contre le Hamas. Évidemment, elle se garde bien d'expliquer le pourquoi. Ah mais bon, on ne pouvait s'attendre à autre chose de la part des États-Unis. Alors maintenant, avant de parler du 7 octobre en lui-même, je vais vous remettre un petit peu le contexte, mais je ne vais pas revenir à 1948, il ne faut pas exagérer. Vous savez très bien ce qu'il en est de la Palestine et d'Israël depuis toutes ces décennies, donc je ne vais pas vous rappeler des faits datant de plusieurs décennies. Je ne vais vous parler que de ce qui est relativement moderne, de ce qui est récent. Alors concernant le Hamas, on a le New York Times qui nous disait déjà à l'époque, c'était le 10 décembre 2023, que acheter le silence, les coulisses du plan israélien qui a soutenu le Hamas. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a parié qu'un Hamas fort, mais pas trop fort, maintiendrait la paix et réduirait la pression en faveur d'un État palestinien. C'est-à-dire qu'en soutenant le Hamas, Benjamin Netanyahou avait parié que cela réduisait la probabilité qu'un État palestinien puisse voir le jour, qui est le cauchemar absolu d'Israël. Israël ne veut pas d'un État palestinien. Israël veut l'entièreté de la Palestine. Et il ne s'en est jamais caché, d'ailleurs. Donc ça, c'était quand même très intéressant à noter. Donc, soutien de Benjamin Netanyahou pendant des années au Hamas. Un peu plus précisément, on a pendant des années le gouvernement qatari a envoyé des millions de dollars par mois dans la bande de Gaza, une somme qui a contribué à soutenir le gouvernement du Hamas. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a non seulement toléré ces paiements, mais les a encouragés. Bon, alors ça c'est bien. Le New York Times est quand même assez gentil vis-à-vis d'Israël, puisque Israël payait même directement le Hamas. Mais ça, c'est une information un peu plus délicate qu'on ne va pas apprendre dans les grands médias occidentaux, bien sûr. Mais bon, en tous les cas, ce qui fait consensus, c'est que pendant bien des années, Netanyahou a soutenu le Hamas. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Allez, parlons enfin du 7 octobre lui-même. Là, qu'est-ce qu'on a dans les prémices du 7 octobre? Donc, juste avant, on a The Times of Israel, donc un des grands journaux israéliens, qui nous dit « Un responsable des services de renseignement égyptiens affirme qu'Israël a ignoré les avertissements répétés concernant quelque chose d'important. » Bon, c'est bien qu'un grand journal israélien dévoile cela, mais ça reste quand même en des termes un petit peu adoucis, un petit peu flous. On va aller vers quelque chose de plus concret. Alors là, on a le New York Post qui est complètement direct, qui nous dit « L'Égypte a averti Israël quelques jours avant l'attaque du Hamas », selon le représentant Michael McCall, qui est le président républicain de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants. Donc là, c'est beaucoup plus clair et net. Et vous notez que ce genre d'information fracassante, qui est sortie le 12 octobre 2023, est évidemment une information qui n'était pas là dans les médias occidentaux européens. On l'apprend aux États-Unis, dans le reste du monde, mais en Europe, jamais cette information n'est sortie. On reste dans l'inconnu. C'est comme dans les médias européens, on nous dira jamais que l'ONU avait décrété que le Hamas n'était pas une organisation terroriste. Voilà, ça on ne vous le dira pas dans nos grands journaux européens.
C'est pour vous montrer la liberté d'expression entre les États-Unis et l'Union européenne. Vous notez la différence de liberté d'expression. Ça a toujours été comme ça. Et vous notez, bien évidemment, qui est le pays qui est toujours épargné de toute attaque fracassante. Vous m'avez compris. Allez, ce n'est pas fini, on continue. Alors tout d'abord, évidemment, on a l'histoire officielle du 7 octobre. Hein. L'armée israélienne admet son échec total dans la prévention des attaques du 7 octobre. L'armée israélienne a reconnu jeudi les attaques du 7 octobre comme l'un de ses plus grands échecs à l'issue d'une enquête interne. Cette attaque surprise contre Israël, qui a fait des centaines de morts et de prises d'otages et déclenché une guerre ouverte contre Gaza, est survenue après une mauvaise évaluation des capacités militaires du Hamas par l'armée, a déclaré un responsable. Bon, évidemment, on a Israël qui pendant, allez, soyons gentils, on va pas dire des décennies, mais au moins plus de 20 ans, qui nous disait que la frontière entre Gaza et Israël était la frontière la plus surveillée au monde, où une souris ne pouvait pas passer. Hein, alors ça, c'était les mots de vantardise de l'armée israélienne quand tout allait bien, entre guillemets. Et malgré tout, là, on apprend un échec retentissant alors que cette frontière était 24 heures sur 24, qui était surveillée donc tout d'abord par des gens avec des jumelles. Ensuite, ils ont ajouté des caméras de sécurité et enfin, il y avait le survol de drones de surveillance, en plus dotés de systèmes infrarouges pour faire la surveillance la nuit. Donc le fait que Israël n'ait absolument rien vu de cette attaque majeure et massive est très 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 étonnante pour employer des mots policés, va-t-on dire. Cela dit, maintenant on a l'explication, donc là au 3 août, grâce au journal belge Investigation, hein, qui est un journal d'enquête mené par Michel Collomb, hein, le grand reporter belge. Donc là, on nous dit un soldat israélien révèle un ordre étrange d'annuler les patrouilles frontalières de Gaza le 7 octobre. Tiens, tiens, tiens. Donc là, maintenant, on a l'explication qui était en réalité une énorme rumeur persistante depuis déjà le début du 7 octobre. Hein. Ce genre d'information courait déjà en réalité. Sauf que là, bon, bah, un soldat israélien a parlé. Cette révélation s'ajoute aux preuves suggérant qu'Israël était au courant de l'attaque du Hamas à l'avance, mais a laissé faire. Un soldat israélien a déclaré que lui et ses camarades soldats stationnés dans un avant-poste militaire près de Gaza avaient reçu l'ordre de ne pas effectuer leur patrouille matinale habituelle sur la barrière frontalière le 7 octobre 2023. Ont rapporté les médias israéliens le 17 juillet. Pendant le laps de temps où la patrouille frontalière aurait normalement été effectuée, des membres de la branche armée du Hamas, les brigades Qassam, ont franchi la barrière pour attaquer la base israélienne. Voilà. Shalom Shetrit, un soldat de la brigade Golani, a révélé cet ordre lors d'un témoignage à une réunion du lobby du personnel de réserve à la Knesset israélienne. Donc je ne vais pas vous montrer la vidéo, mais la vidéo est là, sous-titrée en anglais. Voilà. Donc c'est très très intéressant. Bon, là après c'est du détail, hein, c'est du détail, là je vous passe comme ça, vous pourrez lire. Là je vais vous montrer quand même The Cradle, donc un grand journal américain qui dit, s'adressant à Haaretz, Haaretz c'est un très grand journal israélien, lui, le pilote de réserve israélien, le colonel Nof Erez, décrit la réponse de l'armée israélienne au 7 octobre comme Hannibal de masse. La directive Hannibal ordonne à l'armée de tuer les siens pour éviter qu'ils ne soient faits prisonniers. Et là, un article d'Al Jazeera du 18 novembre 2023 confirme ce que dit le colonel concernant la directive Hannibal, puisque là, en gros titre, on a le Hamas n'avait pas prévu d'attaquer un festival de musique
Donc c'est la fameuse rave party qui a fait plus de 300 morts, selon un rapport israélien. La première enquête policière sur le festival Supernova a également révélé que les forces israéliennes étaient responsables de certains décès. Et n'oublions pas cette jeune survivante de ce festival israélienne qui a eu le courage de dire à la radio israélienne, je ne sais plus laquelle, mais ça avait été diffusé dans quelques médias, en tous les cas les médias qui ont eu le courage de montrer cette jeune israélienne qui disait que c'était l'IDF qui tirait par exemple sur les voitures via des missiles par hélicoptère afin de tuer tout le monde. Et cette jeune avait témoigné à la radio israélienne. Bref, vous pouvez voir qu'il y a un énorme faisceau d'indices qui va contre Israël et cela montre qu'Israël est loin d'être tout blanc dans cette affaire. Et n'oublions pas ce fait absolument scandaleux. Là, on a le grand journal américain The Intercept qui nous dit au 14 décembre 2023, donc peu après le 7 octobre, Joe Biden répète sans cesse sa fausse affirmation selon laquelle il aurait vu des photos de bébés décapités. Vous vous souvenez les 40 bébés décapités dont les médias n'ont pas arrêté de parler ensuite. Alors évidemment, n'oublions pas les viols, le nombre de viols massifs que faisaient les soldats du Hamas en pénétrant dans Israël, etc. N'oublions pas tout ça. Ça fait partie des mêmes faits complètement inventés par la propagande israélienne, évidemment pour faire un effet de victimisation très classique de la part des Israéliens. Et à propos de ces viols massifs, il est très étonnant qu'Associated Press ait quand même dénoncé cela. Comment deux témoignages démentis de violences sexuelles du 7 octobre ont alimenté un conflit mondial autour de la guerre entre Israël et le Hamas. Donc ça date du 22 mai 2024. Malheureusement, ces témoignages, évidemment, ont été très exagérés par Israël pour les transformer en viols massifs de la part des combattants du Hamas, qui ont fait une attaque aux conséquences terribles et même tragiques, hein, car des innocents israéliens ont péri. Alors évidemment, selon le côté qu'on se place, certains vont nommer ça un acte terroriste et d'autres vont nommer ça un acte de résistance, même si malgré tout les conséquences ont fait que des innocents ont payé le prix. Donc c'est tragique et c'est quand même hautement répréhensible concernant le Hamas, ça on ne peut pas le nier. Mais bref, en tous les cas, ces faits-là de viol massif ont été très exagérés. Et Israël a sauté dessus, évidemment, pour faire une propagande mondiale concernant les viols massifs du Hamas. Et c'est d'ailleurs très étonnant qu'Associated Press ait décidé de rectifier cette fausse nouvelle. En tous les cas, ils l'ont fait. Et c'est tout à leur honneur. Bref, de nombreuses atrocités ont été commises lors des attaques menées par le Hamas le 7 octobre. Pourtant, le président des États-Unis continue de répéter des mensonges démentis. Vous voyez ? 4 jours après les attaques menées par le Hamas en Israël, le président Joe Biden s'est adressé à un groupe de dirigeants de la communauté juive. Je fais cela depuis longtemps, a déclaré Biden. Je n'aurais jamais vraiment pensé que je verrais et que j'aurais des photos confirmées de terroristes décapitant des enfants. C'était une déclaration choquante. Et elle était fausse. Biden n'avait vu aucune de ces images ni reçu aucune affirmation. Il a tenu ses propos après que Nicole Zedek, journaliste à la chaîne israélienne I24 News, chaîne propagandiste israélienne, eut rapporté que 40 bébés avaient été décapités, citant des soldats israéliens présents sur les lieux des attaques à Kfar Aza. Benjamin Netanyahou a ensuite déclaré que des bébés et des jeunes enfants avaient été retrouvés tête décapitée.
3 heures plus tard, Biden a fait connaître cette affirmation au monde entier et a affirmé avoir personnellement vu des images de cette scène horrible, donnant à cette histoire une légitimité suprême. Vous voyez ? Tous ces faits là, ces bébés décapités, ces viols quasi systématiques des soldats du Hamas comme s'ils avaient que ça à faire, alors que évidemment leur but c'était d'entrer, de repartir le plus vite après avoir fait des tueries. Bah oui, malheureusement c'est une tragédie bien évidemment, malgré tout, hein. Mais quand même, c'est beaucoup de mensonges. Pourquoi mentir? Comme si la réalité ne suffisait pas? Est-ce que le Hamas n'a pas fait tant de morts que cela? Parce qu'à la fin, on a 1200 morts, les Israéliens avaient dit 1500 morts, et cela a été abaissé plus tard par 1200 morts, suite aux demandes d'enquête pour voir les images prouvant les morts. Donc de 1500, on est passé à 1200 en quoi, 2-3 semaines. Voilà. Mais les 1200, on les a pas par image de vidéos, de caméras de surveillance. C'est Israël qui nous dit qu'il y a eu 1200 morts. Et il faut les croire sur parole. Israël qui ne croit pas qu'il y a 60 000 morts côté gazaoui. Et plus encore. Il ne croit pas les chiffres donnés côté Palestine. Par contre, il faut les croire sur parole alors qu'ils mentent systématiquement. Israël ment systématiquement sur tout d'ailleurs. Et eux, faut les croire sur ce cas-là. Mais le problème, c'est qu'Israël a un historique de mensonges absolument terrible. Alors que les faits rapportés par la Palestine sur le nombre de morts à Gaza, ces faits-là n'ont été remis en cause par personne depuis des décennies. À chaque fois, les chiffres donnés par le ministère de la Santé de Palestine n'ont jamais été remis en cause. Tout s'est révélé vrai. Alors pourquoi tout d'un coup mentirait-il? Par contre, l'historique israélien de mensonges est absolument affreux, est absolument terrible. Et là, on voit de manière énorme qu'on a en plus la complicité des États-Unis. Sans surprise, vous allez me dire, ça a toujours été comme ça. Sauf que là, fallait oser quand même, hein, dire qu'un président américain dise je les ai vus de mes yeux vus, croyez-moi sur parole, c'est pour vous dire à quel point que qu'on soit démocrate ou qu'on soit républicain, le soutien envers Israël est total et absolu. Bon, on va finir sur un dernier article. On va finir avec un article du China Daily qui nous dit au 6 avril 2025 Israël était-il complice du massacre du 7 octobre 2023? Donc le titre est quand même très ravageur ici, hein, très percutant. Et là, ce qui est intéressant, on a cependant, il convient de rappeler que la première victime de la guerre, c'est la vérité. Existe-t-il une autre explication au fait que les hauts gradés de Tzahal n'aient pas établi de lien avant le 7 octobre? Donc là, ignorer les signes avant-coureurs. Bon, il y en a que je vais sauter puisque c'est les moins intéressants. Là, on a, selon le New York Times, les responsables israéliens avaient obtenu des plans d'attaque détaillés plus d'1 an avant l'attaque. Le document a été largement diffusé parmi les dirigeants de l'armée et des services de renseignement israéliens qui ont largement rejeté le plan, le jugeant hors de portée du Hamas, sans que l'on sache si les dirigeants politiques en avaient été informés. Bon, ça, bien sûr que oui, qu'ils en avaient été informés. Puisque là, les allégations, c'est que ce sont les dirigeants politiques qui ont créé le 7 octobre en réalité. C'est ce qu'on laisse entendre. Israël surveillait étroitement Gaza grâce à des informations provenant de la frontière, de drones, d'avions, de satellites, de collaborateurs et d'équipements électroniques. Il est fort probable que Tzahal ait observé des preuves de la construction de tunnels et de l'entraînement d'agents du Hamas. De même, Tzahal était probablement au courant de l'afflux d'armes à Gaza depuis l'Égypte. Pourquoi ces preuves ont-elles été ignorées? En juillet 2023, un membre des services de renseignement israéliens, unité 8202, a alerté ses supérieurs que le Hamas préparait l'attaque. Un colonel israélien a ignoré ces inquiétudes.
Des observatrices de Tsahal le long de la barrière de sécurité de Gaza ont signalé à plusieurs reprises des activités inhabituelles dans la bande de Gaza, évoquant des préparatifs d'attaque contre la barrière. Leurs rapports ont été ignorés. Pourquoi? Pourquoi là? Pourquoi là? Quelques jours avant le 7 octobre, l'Égypte avait averti Israël, ça on en a déjà parlé précédemment, qu'un événement majeur était sur le point de se produire. Cet avertissement a été ignoré. C'est le président égyptien qui a contacté directement Netanyahou, et Netanyahou il a dit mais non, non, c'est rien du tout, ne vous inquiétez pas, c'est rien. Juste avant le 7 octobre, les Israéliens ont mené plusieurs actions provocatrices en Cisjordanie occupée et sur le mont du Temple. Bon, ça oui, mais rien de nouveau, hein. Ils font ça régulièrement. Mais sauf que ça a été fait là, juste avant le 7 octobre, c'est-à-dire le 6 octobre. Donc c'était quand même très très intéressant à noter. Bref, tout cela est quand même absolument terrible. Terrible. Et effectivement, à la fin des fins, on doit se poser la question, est-ce que Israël avait tout prévu en réalité? Car au bout d'un moment, il faut se demander, mais alors si Israël était complice du massacre du 7 octobre, comme c'est marqué ici, mais alors pourquoi? Bah pourquoi, c'est assez facile d'y répondre. Ça permet à Benyamin Netanyahou de rester au pouvoir. Hein, tant qu'il y a une guerre, bah, Netanyahou ne va pas en prison, parce que si on est en période de paix, Benyamin Netanyahou passerait en justice et vraisemblablement ira en prison tellement il a d'affaires derrière lui. Alors déjà, et d'une, donc raison personnelle, raison numéro 2, bah, c'est l'opportunité parfaite pour s'emparer de la Palestine entièrement. Bon là de Gaza, mais aussi de Cisjordanie, parce qu'on ne parle que de Gaza, mais la Cisjordanie est en train d'être occupée par l'armée israélienne de plus en plus. Eh oui, alors via les colons israéliens, mais pas que, il y a aussi l'armée israélienne qui les aide, ces colons israéliens, à chasser les Palestiniens de Cisjordanie. Ne l'oublions pas, et ça dure depuis des décennies comme ça, tout doucement mais sûrement. Sauf que là, en Cisjordanie, au lieu de chasser les Palestiniens comme il le faisait habituellement, là il les tue en masse. C'est ça qui change là, ces derniers mois, quoi. Depuis 1 an et demi, va-t-on dire. Donc c'est ça qui change, et c'est ça qui choque. Même certains Israéliens sont choqués. Parce que, bon, on a quand même The Times of Israel et Haaretz, qui sont deux journaux qui quand même osent dire la vérité. Donc c'est assez exceptionnel d'ailleurs. Mais n'oublions pas que ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas aussi simple. Parce que là, il y a eu un récent sondage que je vais vous montrer. Donc c'est pas vraiment un article, c'est un sondage. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais qui prouve que les Israéliens, dans leur majorité, ont bien été embrigadés. Parce que là, d'après ce sondage, le sort des Palestiniens à Gaza ou en Cisjordanie, eh bien, d'après ce sondage, ça leur fait ni chaud ni froid. Regardons ça vite fait, vous allez voir. Alors ici, un article d'Al Jazeera du 7 août 2025. Et au 7 août 2025, on a « Pourquoi les Israéliens ne sont-ils pas du tout préoccupés par la famine à Gaza ?» Un récent sondage montre que plus de la moitié des Juifs israéliens partagent ce sentiment, malgré l'indignation croissante du monde entier. Voilà. Donc les Israéliens n'ont que faire de ce qui se passe à Gaza, concernant les Gazaouis. Donc revenons à notre sujet. Donc les Israéliens comme ça, côté parti de Netanyahou, hein, bien entendu, eh bien ça permet à Netanyahou de s'emparer entièrement de la Palestine, le grand rêve de tout temps des Israéliens. Donc ils peuvent se débarrasser du Hamas en même temps et des Gazaouis.
hein, en faisant un génocide. Donc ils prennent la terre des Palestiniens tout en massacrant tout le monde et de la manière la plus ignominieuse qui soit, c'est-à-dire en organisant un nettoyage ethnique et carrément via la famine. Pourquoi pas? Donc, bien sûr, ils tuent journalistes, les gens qui font la queue pour avoir à manger, les hôpitaux, les écoles, les églises. Ils ne s'arrêtent à rien, absolument rien. Bien sûr, tous les hôpitaux ont été détruits, etc., etc. Là, on estime que 85% de Gaza est détruit. 85% de Gaza environ. Vous imaginez un peu le taux de destruction? Donc là, on peut dire que Israël a gagné. Alors, a gagné même côté militairement, j'ai envie de vous dire. Parce que même si le Hamas n'a pas été détruit complètement, bah, le Hamas a été quand même en partie très amputé, hein, il faut le dire. Et là, le Hamas est beaucoup trop affaibli pour faire un grand mouvement comme le 7 octobre. Donc, dans le temps, le Hamas ne peut que perdre, puisque Israël a des ressources illimitées via les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, etc. Bon, soi-disant, ils sont pas contents d'Israël, ces pays-là, le Royaume-Uni et la France et d'autres encore, mais en attendant, ils donnent toujours des armes à Israël, hein. Voilà, faut quand même le rappeler, hein. Et ils défendent même Israël, hein. Je parle des navires britanniques, des navires français, des systèmes antiaériens britanniques, des systèmes antiaériens français, qui sont toujours là à défendre Israël. Ne l'oublions pas. Donc Israël a des ressources illimitées dans le temps, hein. Le soutien sera indéfectible, quoi que Israël fasse, ce qui n'est pas le cas du Hamas. Donc militairement, on peut dire que Israël a gagné, et même politiquement, puisque Benjamin Netanyahou permet une guerre perpétuelle qui fait qu'il est pour l'instant toujours protégé, et la Palestine, quoi, côté Gaza, est complètement détruit. Donc là, il n'y a plus aucun espoir pour les Gazaouis, j'ai envie de vous dire. Donc on peut dire en réalité, si on regarde les faits bruts, Israël a gagné. Israël a complètement perdu au niveau de la réputation internationale. Benjamin Netanyahou est condamné par la CPI et condamné par le monde entier, il faut dire ce qui est, à part les États-Unis. Mais à part la bataille de la communication qui a été totalement perdue, pour le reste, Israël a réalisé son rêve. Cisjordanie qui va être complètement occupée, Gaza qui va être complètement occupée, ça prendra du temps mais ils y arriveront. Et en Syrie, Israël avance toujours. Israël conquiert des territoires en Syrie. Et Al-Shara ne peut rien faire. Donc on peut dire qu'Israël est quand même bien gagnante. Bon, son économie ne va pas bien du tout, mais pourrait se relever, hein, par toujours des aides de qui vous savez. Donc rien n'est complètement perdu au niveau économique, hein. Israël peut se redresser. Et au niveau militaire, bah, quelles que soient les petites escarmouches perdues par Israël et quelles que soient les dizaines de soldats israéliens perdus, il y en a des centaines de milliers de soldats israéliens derrière. Ça peut continuer encore longtemps. Et en plus de cela, avec un aval tacite de la population, qui, comme on l'a vu dans le sondage, n'a que faire du peuple palestinien. Mais bon, tout cela peut paraître logique et compréhensible. Après tout, depuis leur naissance, les Israéliens sont embrigadés dans une propagande anti-palestinienne et pro-israélienne. Donc en réalité, c'est tout à fait logique. Et Benjamin Netanyahou, évidemment, en profite grandement de cet embrigadement qui permet à Netanyahou de pouvoir dire, bah regardez, la majorité de ma population est derrière moi et n'a que faire des Palestiniens. Et ce que veut ma population en majorité, bah, c'est de prendre toute la Palestine, qui est qu'un seul État israélien, et qu'enfin le peuple élu règne sans partage. Voilà. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette affaire-là. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas un petit pouce, un abonnement, n'hésitez pas à partager mes vidéos
afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela et toujours, soyez curieux.